Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Ecodo, édition 2024. Première masterclass, il y en aura 4 au total, 4 masterclass pour vous présenter des solutions concrètes, c'est important, pour vous accompagner dans votre stratégie et votre plan d'action eau, vous, collectivités, entreprises et industries. Nous sommes réunis aujourd'hui dans un décor impressionniste, vous le voyez derrière moi, tiré de la nouvelle campagne Ecodo. Et vous regardez bien, si vous regardez bien, il manque un élément central, c'est l'eau. Tout cela pour aborder un premier thème aujourd'hui, réduire son empreinte eau. Et avec nos invités, nous allons vous donner 3 clés pour y parvenir, évaluer, piloter et anticiper. Je vous précise que si vous avez des questions, vous pourrez bien sûr les poser directement sur la plateforme sur laquelle vous nous suivez. Il vous suffit de cliquer en haut à droite sur la partie « Posez votre question ». C'est bien fait, vous allez voir, et on y répondra bien sûr après chaque intervention. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire un petit point en images sur ce premier anniversaire, une année d'engagement d'Ecodo et bien entendu ce qui nous reste à faire et ce que nous réserve la saison 2. Regardez. Nous sommes très fiers de lancement de cette première saison, donc nous sommes très enthousiastes pour la deuxième vague. 600 organisations, entreprises, collectivités qui ont adhéré. Très rapidement, il y a eu des avancées technologiques, ne serait-ce que pour le lavage des trains. Voilà, on a des grandes machines à laver qu'on a optimisées de façon à ce que la quantité d'eau soit adaptée, mais également un système qui permet de récupérer l'eau et après l'avoir filtrée, de pouvoir la réutiliser. Nous, on a la chance de pouvoir agir non seulement sur nos opérations, mais aussi avec les autres acteurs, et c'est là qu'on va trouver des synergies pour que tout le monde améliore sa gestion de l'eau. Le collectif est important parce que tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. C'est particulièrement vrai dès qu'il y a un effort à faire. Et malgré tout, se mettre à penser à l'eau, c'est un petit effort et c'est mieux de pouvoir en parler, le faire ensemble. Le lien entre Ecodo et notre entreprise, c'est d'abord d'avoir adhéré à la charte Ecodo, de façon à ce qu'on dispose d'un cadre. Donc il faut qu'on y aille tous ensemble. L'idée dans cette deuxième saison est d'imaginer ce que serait notre pays soumis à une sécheresse très forte. Le dérèglement climatique accélère les modifications du cycle de l'eau, donc les équilibres changent. Il s'agit de s'adapter, c'est le principal enjeu et principal défi. Mais la bonne nouvelle, c'est que les solutions existent et donc tous ensemble, mettons-nous en mouvement pour accélérer. Un programme bien dense, vous l'avez vu pour cette nouvelle saison d'Ecodo, mais rentrons sans plus tarder dans le vif du sujet avec notre sujet du jour, réduire son empreinte eau. Et j'accueille avec nous Marie-Christine Huot. Bonjour Marie-Christine. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice stratégie eau et climat chez Veolia. Alors pour commencer Marie-Christine, donnez-nous s'il vous plaît quelques éléments de contexte pour bien comprendre comment, dans quel contexte on doit réduire nos consommations. Alors rapidement, je crois qu'on l'a tous compris, 2022 marque un tournant avant-après l'été 2022 et la sécheresse qui a enclenché plus de 80 départements en arrêté sécheresse et ça a vraiment marqué les esprits, plus les incendies. Et puis deuxième événement, un peu plus récent, finalement c'est le trop d'eau en trop peu de temps, c'est le train de dépression climatique qui nous est arrivé l'automne dernier et cet hiver avec son lot d'inondations. Et donc vous voyez qu'on est rentré dans une variation climatique. Les 4 saisons s'éloignent un peu, malheureusement, sur notre France métropolitaine. Et c'est avec ça que l'on va devoir vivre demain et après-demain.
Il y a aussi un contexte réglementaire qui est lié à ce contexte climatique. Alors pour le coup, bien sûr, à l'été 2022, à l'après, il y a eu la mise en route du plan eau du gouvernement, qui est une première depuis longtemps, et ça c'est une très bonne nouvelle, avec 53 mesures qui ont été organisées, qui sont en cours de déploiement autour de 5 grands axes, et je pense qu'on va en reparler, dont un des axes forts, c'est la sobriété, mais également la disponibilité des ressources, la préparation aux gestions de crise, et puis les moyens associés à cet ensemble. Et donc, je pense qu'on va en reparler. Et à partir de ce double contexte, réglementaire et climatique, sur quoi on peut agir finalement ? Alors, dans ce plan eau, il sort notamment 2 chiffres clés. C'est réduire à l'horizon 2030, c'est-à-dire demain, de 10% nos prélèvements en eau sur les territoires. Alors, ça pourra se traduire sur certains territoires en fonction des choix qui seront faits conjointement avec l'ensemble des parties, peut-être de moins 20% sur la production, sur une production, voire pour équilibrer en fonction des différents usages. Et donc, il s'agira de beaucoup dialoguer. Donc évaluer, sensibiliser, piloter et anticiper, ce serait ça un peu les 3 niveaux ? Complètement, on s'appuie sur ces 3 leviers, évaluer pour mieux connaître et mieux agir, sensibiliser et piloter la ressource sur toute la chaîne, et puis bien sûr anticiper pour préparer les risques de crise, parce qu'on va vivre avec. Simplement, on ne sait pas dire quand, et il faut pouvoir anticiper, et puis on va pouvoir agir à 3 niveaux, sur les sites des industriels, sur les sites des infrastructures d'eau et des collectivités, également sur les usages, et puis bien évidemment sur les ressources pour bien s'ajuster sur la disponibilité des ressources sans mettre en péril la qualité des milieux aquatiques. Voilà, on a posé le contexte avec vous, Marie-Christine. On vous retrouvera un petit peu plus tard également dans cette masterclass. Ces leviers, on en parle tout de suite avec nos 3 prochains invités. Bonjour à tous les deux. Bonjour David Suffis, merci d'être avec nous. Nous avons également Vincent Saulnier qui est connecté à distance. Merci Vincent d'être également avec nous. Vous aurez la parole l'un et l'autre dans quelques instants. Mais avant cela, je me tourne vers vous, Alexis. Bonjour Alexis Aubignac. Vous êtes responsable du projet Innovation Office chez Veolia. Alors justement, à l'échelle d'un ou des plusieurs sites, comment on peut agir en quelque sorte pour réduire en fait son empreinte eau, puisque c'est de ça qu'on parle ? Alors, l'eau est un enjeu local et quotidien. Chaque établissement est spécifique. Chaque établissement est implanté sur un territoire qui a ses propres caractéristiques en termes de disponibilité de la ressource, de qualité d'eau ou de variation saisonnière. Donc, il s'agit d'aller vers une démarche d'efficacité hydrique, une stratégie de sobriété hydrique. À l'image de ce qui se fait par exemple sur l'efficacité énergétique. Alors là, il y a 3 étapes fondamentales qui font le fond de la démarche. La première, c'est évaluer. Évaluer la performance de son site pour pouvoir identifier également les leviers d'action au travers d'un diagnostic de son installation. Ensuite, il s'agit d'agir. Agir en établissant sa feuille de route et en mettant en œuvre le plan d'action. Et enfin, il s'agit de surveiller pour évaluer les performances et pérenniser les économies qui ont été générées. Vous avez prononcé le mot-clé, diagnostic, c'est votre champ d'action à vous. Faire un diagnostic, à quoi ça sert ? Alors, c'est une première étape qui constitue le socle de la démarche, c'est le point de départ indispensable pour un gestionnaire de bâtiment qui souhaite bâtir sa stratégie de gestion de l'eau sur son site. Alors, il s'agit d'aller faire un état des lieux de l'utilisation de l'eau d'un établissement, c'est-à-dire faire l'audit global du cycle de l'eau en partant de là où les ressources qui sont utilisées jusqu'au point d'usage et jusqu'au rejet d'eau usée, pour pouvoir identifier les axes d'amélioration à la fois technique, opérationnelle et organisationnelle. Donc là, on retrouve encore 3 piliers de la démarche de diagnostic. C'est l'évaluation technique des moyens de production ou de distribution de l'eau dans le bâtiment. L'évaluation opérationnelle qui consiste à auditer
les pratiques des usagers, des personnels dans le bâtiment. Et enfin, l'évaluation managériale, où on va évaluer les modalités de la gestion de l'eau dans un bâtiment, en allant interviewer en fait les différents intervenants et aller chercher des questions comme est-ce qu'il y a une équipe dédiée au sujet de l'eau sur le site? Est-ce qu'il y a des indicateurs et des objectifs de performance sur l'eau qui ont été établis? Ou encore, est-ce qu'il y a une politique de l'eau, par exemple, qui a été déclinée sur l'établissement, par exemple? Et alors, comment ça se passe concrètement? Moi, j'ai un projet, comment je m'y prends? Il y a des grandes étapes, j'imagine, pour vous? Oui, alors la première étape va consister à mobiliser les différentes parties prenantes, à constituer une équipe projet qui va pouvoir prendre en main prendre en main ce sujet et porter la démarche. Voilà, c'est un prérequis pour la réussite du projet. La deuxième étape consiste à bien préparer le diagnostic en amont, avant d'aller sur le terrain. Voilà, il s'agit de recueillir l'ensemble des données contextuelles sur le site, les consommations en eau, des plans, des schémas qui expliquent la distribution de l'eau, les données de qualité d'eau, le contexte réglementaire. Tout cela pour avoir une première connaissance du site, avoir une connaissance des enjeux et des challenges qui s'imposent au site. Est-ce qu'il y a un risque, par exemple, pour le site vis-à-vis de la disponibilité de l'eau, de la qualité de l'eau, ou encore des effets d'évolution saisonnière, par exemple? Et une fois que vous avez fait ce travail préparatoire en amont, vous vous rendez sur le terrain, et là, c'est quoi vos points de vigilance? Alors, concrètement, les investigations sont menées au fil de l'eau, j'ai envie de dire. C'est depuis l'alimentation générale de chaque bâtiment vers les points d'usage, enfin jusqu'au point d'usage et jusqu'au rejet en eau. Alors, il y a un inventaire des équipements qui est réalisé afin de déterminer, on va dire, deux éléments principaux. Le premier, c'est le diagramme des usages, qui est une représentation de la distribution de l'eau dans le bâtiment qui va jusqu'aux usages. Alors, ça peut être des usages domestiques, ça peut être des usages liés aux utilités, c'est-à-dire au refroidissement, au chauffage, à la production de vapeur. Ça peut être des usages de production dans l'industrie ou encore des usages de traitement d'eau. Quand on va produire de l'eau adoucie, produire de l'eau osmosée ou de l'eau ultra pure dans certains cas. Sur ce diagramme d'usage, on va aussi identifier et localiser les points de comptage, évidemment. Alors les points, les compteurs principaux, mais également les sous-compteurs, ceux qui sont présents sur le site. Le deuxième élément, c'est le bilan hydrique. Alors, ce bilan hydrique va consister à faire le bilan des consommations en eau sur chacun des usages à partir des données mesurées par les compteurs présents sur le terrain ou à partir de données calculées. On peut être amené aussi à faire de la mesure complémentaire sur le terrain, mesure de débit sur des postes d'eau ou sur des conduites pour compléter ce bilan et pour le fiabiliser. Le plan de comptage va être questionné également. On peut être amené à proposer une optimisation de ce plan de comptage en proposant de nouveaux compteurs, des compteurs supplémentaires. Alors, il faut pouvoir avoir identifié au moins 80% des volumes d'eau qui sont en jeu pour vraiment mettre en évidence les postes clés de consommation et identifier les gisements d'économie d'eau sur le site. Alors, la qualité d'eau est également un point d'intérêt. Il est nécessaire de prendre en compte cet aspect de qualité d'eau pour s'assurer déjà de l'adéquation de cette qualité avec les usages donnés ou les usages envisagés, notamment lorsque des solutions de réutilisation d'eau sont étudiées. Un autre point important, c'est tous les échanges formels et informels qui se font durant cet audit sur le terrain avec les différents intervenants, parce qu'ils vont permettre d'évaluer en fait le niveau de maturité du site sur ces questions de gestion de l'eau. Ils vont permettre de renforcer la sensibilisation en fait du personnel ou des usagers sur le terrain, et également de mettre en lumière finalement des idées ou des actions qui étaient envisagées par les intervenants de terrain, par les personnels, mais qui attendaient un petit coup de pouce ou une validation d'experts pour être mis en œuvre. Alors, à l'issue de cette investigation terrain, il y a une phase de synthèse des données qui est nécessaire pour avoir une vision claire et précise en fait,
des points d'amélioration qui pourraient être apportés, alors tant en matière d'optimisation du plan de comptage, hein, pour pouvoir piloter efficacement les volumes sur le site, qu'en termes de mise en œuvre d'actions 3R. Alors 3R, c'est réduire, réutiliser, recycler. Et puis enfin, on aura des actions aussi d'ordre managérial qui vont viser à mettre les conditions organisationnelles pour une bonne gestion de l'eau sur le site. Parmi tous ces projets, vous avez travaillé sur la gare de Lille-Europe. On va en parler dans un instant avec David Suffis. Comment vous avez effectué ce travail sur le terrain à Lille-Europe, Alexis? Est-ce qu'il y avait des points spécifiques? Alors, il s'agissait de caractériser dans un premier temps les usages et de les corréler à la consommation de la gare, consommation qui avait progressé de plus de 75% entre 2020 et 2022. Mais là, je crois que David y reviendra juste après. Voilà. Donc, les investigations ont montré que 94% des usages étaient des usages domestiques, hein, sanitaires, restauration, vestiaire. La moitié de la consommation de la gare est liée au sanitaire public et un tiers aux commerces qui sont présents dans la gare. Voilà. Alors, les axes d'amélioration qui ont été identifiés vont concerner, alors premièrement, c'est d'améliorer la connaissance des consommations et des équipements. En fait, il a été difficile d'identifier clairement la répartition des usages par rapport aux 4 compteurs principaux qui alimentent la gare. En fait, des incohérences ont été notées entre les consommations relevées par ces compteurs et les points d'alimentation supposés alimentés par ces compteurs. Alors, par exemple, le compteur incendie qui alimente des postes uniquement destinés à la lutte contre l'incendie, hein, des robinets d'incendie armés, en fait, voit sa consommation annuelle dépasser les 300 mètres cubes par an. Voilà. Quand on fait l'analyse des consommations journalières obtenues par le système de télérelève, on s'aperçoit qu'il y a une consommation régulière et récurrente sur ce compteur qui semble traduire soit un usage non prévu, soit une fuite qui a été non localisée. Voilà. Donc ça veut dire que sur ce sujet-là, il y a des incertitudes de connexion des points d'eau sur les réseaux et qu'il faut aller plus loin dans les investigations et réaliser notamment des plans de récollement des réseaux intérieurs. Alors, le deuxième point également qui a été identifié, c'est des surconsommations en eau liées à des points d'usage pour lesquels des débits sont très élevés ou alors pour lesquels on a un dérèglement de certaines robinetteries automatiques. Voilà. Donc, par exemple, on a mesuré un débit de 14 litres minute sur un lavabo, quand aujourd'hui, en fait, on a des équipements qui fonctionnent avec des débits de 3 litres minute, voilà, tout en respectant le confort de l'usager. Voilà. Donc, on peut être plus économe sur ces points d'eau-là. Et enfin, le dernier point, c'était d'identifier, si possible, une ressource alternative qui serait disponible sur place et qui pourrait éventuellement remplacer l'alimentation en eau potable, enfin une partie en tout cas de l'usage de l'eau potable du site. Donc là, pareil, David va nous en parler juste après, donc je n'en dis pas plus. Et dernière question d'un mot, ce travail il s'est fait dans la ville de Lille et ça, c'est pas vraiment un hasard. C'est pas un hasard, en fait, c'est un exemple de travail en commun ou de synergie sur un territoire, qui est le territoire de la métropole européenne de Lille, puisque la métropole, associée avec ses partenaires locaux comme ILEO, a fait de la sobriété hydrique un objectif majeur pour ces prochaines années, avec des engagements forts de réduction de la consommation de 15% sur les prochaines années pour les plus gros consommateurs. Voilà. Et puis donc la SNCF qui cherchait à avancer sur ce sujet aussi et à mener une expérimentation sur un de ces sites. Donc c'est tout naturellement en fait que ça s'est fait sur ce territoire-là. Merci beaucoup Alexis Aubignac. Je me tourne donc comme convenu vers vous, David Suffis. Vous êtes référent environnement et performance énergétique chez SNCF Gare et Connexion. David Suffis, pourquoi vous êtes-vous positionné sur ce projet avec le diagnostic de la gare Lille-Europe ? Oui, bonjour. Donc effectivement, nous, le groupe SNCF nous a demandé de travailler sur les économies d'eau en mars 2023. Donc dans le coup, nous avons commencé par rédiger une note de sobriété que nous avons diffusée à nos territoires. Nous avons travaillé aussi sur l'élaboration d'une note stratégique en eau, qui était plus axée sur l'éco-conception.
Nous avons aussi lancé une étude de classification de nos gares par rapport à leur consommation. Alors, c'est vrai qu'on disposait d'informations assez parcellaires sur ce sujet, puisque sur les 1100 et quelques sites que nous gérons, on avait des données pour 1700 sites seulement. Le reste des factures reste en région, et donc dans le coup, nous n'avions pas l'information. Bon, ceci dit, nous souhaitions objectiver notre territoire sur ce sujet et les embarquer dans la démarche. Alors, c'est vrai que l'expérimentation de Veolia sur la métropole de Lille est tombée au bon moment, parce qu'on avait besoin d'un projet pilote pour construire notre méthodologie et ensuite la déployer. Ce projet pilote, il s'est donc mis en route avec ce diagnostic. On en est où justement à Lille aujourd'hui? Alors en fait, sur l'île Europe, aujourd'hui, on est en phase d'étude de faisabilité sur les eaux de récupération de nappes. Donc on a les eaux de récupération de nappes? Alors en fait, si vous voulez, naturellement, les eaux sur les ouvrages d'art enterrés remontent, et nous, on a pour habitude de les évacuer sans les réutiliser. Et c'est vrai que Alexis a mis en évidence ce sujet-là durant l'audit, et ça a été un point qui nous a interpellés. Sinon, évidemment, sur les dispositions qu'on souhaite mettre en œuvre suite à l'audit d'Alexis, c'est toutes les petites actions d'économie d'eau, comme l'a évoqué Alexis tout à l'heure, donc les petits réglages des pressions, des débits, la mise en place des détecteurs, toutes ces choses-là. Après, c'est vrai que quand on revient sur l'audit d'Alexis, ce qui nous a frappé, d'une part, c'est les usages qui ont été identifiés. Donc le principal, c'est les sanitaires. Après, c'est les commerces. Et ensuite, le nettoyage. C'était un des points importants de l'audit. Après, ce qui nous a aussi interpellés, enfin plus ou moins, c'est le facteur d'influence de ces consommations. C'est vrai que les consommations sur la gare de Lille avaient beaucoup évolué entre 2020 et 2022. Et c'est vrai que c'est la fréquentation, évidemment, de la gare qui fait varier beaucoup la consommation. Après, l'autre point important de l'audit, évidemment, c'est la mise en évidence de toutes les économies potentielles du site. Donc voilà un peu le principe de l'audit qu'on a. Ça, c'est pour le principe. Et ensuite, concrètement, quels sont les enseignements que vous avez pu tirer? Qu'est-ce que ça a révélé? Qu'est-ce qui va se décider peut-être? Oui, en fait, c'est vrai que moi, quand on parle d'eau de récupération, on pense tout de suite aux eaux de pluie. C'est vrai que de trouver une nouvelle source d'eau de récupération donc par ces fameuses eaux de nappe ou eaux d'exor, ça a été une belle surprise. C'est vrai qu'en plus, structurellement, nos gares, elles ont toutes des ouvrages d'art qui sont enterrés, quasiment. Ça veut dire quoi, des parkings concrètement? C'est des passages souterrains pour les voyageurs, pour passer sous les voies, des choses comme ça. Et donc, dans la plupart des gares, on a pour habitude d'évacuer ces eaux sans les réutiliser. Donc moi, je mise pas mal d'espoir sur ce sujet-là pour pouvoir éventuellement le déployer sur le reste de la France. Après, évidemment, de mettre en évidence que les sanitaires étaient le poste de consommation le plus important nous a permis aussi de nous mettre en ordre de marche pour intégrer cette dimension dans les cahiers des charges des contrats de prestation de services autour des sanitaires. C'est un des points qui est important. Après, pour vous citer quelques chiffres sur l'île, la gare, elle consomme 5360 mètres cubes par an et on a 10 millions de visiteurs par an. Les eaux d'exor, en fait, donc ces fameuses eaux de nappe, nous permettraient d'économiser à peu près 35% de la consommation d'eau potable. C'est pas négligeable. Ouais. Et si on essaie de se projeter un petit peu, en prenant en compte tous ces éléments qui ont été diagnostiqués, qu'est-ce qui peut être déployé? Qu'est-ce qui va être déployé? Alors, en fait, c'est vrai que donc, dans le coup, l'audit nous a permis de structurer notre démarche. Donc, aujourd'hui, on a objectivé nos territoires, à effectuer des audits sur le même principe que celui que Alexis a produit sur l'île Europe. C'est à peu près une quinzaine d'audits pour 2024. Et puis, bien évidemment, en fait, l'objectif final, c'est de pouvoir déployer toutes les actions qui sont identifiées pour commencer à faire des économies d'eau.
Donc tout ça, ça va faire des petits. Hein. Voilà. On a parlé d'une entreprise donc, avec la SNCF. Alexis, à quel autre type d'organisation ça s'adresse, ce type de diagnostic? Les collectivités, les industries? Oui, alors cette démarche s'applique à tout type de bâtiments, bâtiments industriels, les collectivités avec les gymnases, les écoles, les piscines, les stades, ou encore les bâtiments tertiaires ou d'habitation. Alors, bien sûr, les spécificités de chacun des établissements doivent être prises en compte. Et le diagnostic va être adapté selon le bâtiment et le contexte. Bon, après, l'enjeu reste le même, ou la finalité reste la même, c'est-à-dire réduire la consommation en eau de manière pérenne. Alors on va parler tout de suite de collectivité avec notre prochain invité, Vincent Saulnier. Bonjour, je le disais, vous êtes connecté à distance. Merci d'être là. Vous êtes secrétaire général de l'ANDES. L'ANDES, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le réseau national des élus en charge des sports. D'abord, Vincent, un petit mot pour présenter l'ANDES ? Bonjour à toutes et tous. Donc, l'ANDES, c'est un réseau d'élus en charge du sport, comme vous venez de l'indiquer, qui existe depuis 25 ans, qui a son siège social à Toulouse et qui fédère un peu plus de 8000 collectivités en réseau. D'abord, des élus locaux, les élus en charge du sport, ceux de tous les terrains de sport que vous côtoyez au quotidien et en particulier le week-end, dans les salles, dans les gymnases, dans les piscines ou encore évidemment sur les stades. Alors c'est un sujet auquel on ne pense pas forcément quand on pense à la question de l'eau, mais comment le sujet de l'eau s'est invité dans cette thématique sport ? Eh bien, on va dire qu'on a été percuté par deux chocs importants il y a peu de temps, clairement en lien avec le changement climatique. C'est d'abord, comme ça a été évoqué tout à l'heure, 2022 avec cette sécheresse qui nous a collectivement percutés et qui a généré en particulier des arrêtés sécheresse qui ont inquiété beaucoup de collectivités, en particulier les élus en charge du sport que nous sommes, puisque les terres de grands jeux constituent un sujet d'importance pour la pratique et qui nécessite simultanément beaucoup d'eau. Je rappelle qu'un terrain de foot, pour que ça fonctionne convenablement, c'est 2500 litres d'eau par an, en tout cas mètres cubes par an. Et puis le deuxième sujet en termes de temporalité, c'est évidemment la crise énergétique que nous avons connue en 2023, en particulier avec le défi relatif aux piscines. Je sais qu'on y reviendra, mais là aussi, notre réseau s'est mobilisé pour essayer de réduire la facture énergétique et accompagner le plan de sobriété qui avait été amorcé dans ce cadre. Vous l'avez évoqué d'un mot, d'ailleurs c'est un mouvement d'ampleur nationale, puisque le gouvernement travaille sur un plan de sobriété hydrique. Oui, absolument. En fait, on s'inscrit pleinement dans la volonté commune d'accélération à l'adaptation. Adaptation dans tous les domaines, à la fois les usages, les équipements. Évidemment, notre réseau a été contributeur, puisque nous sommes une force de proposition, du fait de notre expertise à la fois locale, mais aussi technique. Donc on a été contributeur notamment dans le cadre du plan de sobriété énergétique avec des propositions autour de 20 mesures phares qui ont porté leurs fruits, parce que je note qu'on a collectivement réussi dans ce cadre en 2023 à réduire notre facture énergétique de près de 12%. C'était en particulier par exemple la réduction de 2 degrés de la température des piscines. Autre exemple, c'était une action plus forte autour du plan de sobriété hydrique qui vient d'être également lancé par le gouvernement. Et là aussi, on est extrêmement mobilisé et on a proposé un certain nombre de mesures dans ce cadre. Est-ce que vous avez des exemples précis et concrets des exemples comme ça de sobriété hydrique dans le sport ? Oui, on en a plusieurs. Il y a évidemment, pour nous, il y a 3 axes qui ont été mis en avant dans notre action. C'est mesurer, agir et financer. Et dans ce cadre, c'est vrai qu'on a en particulier pointé, et on veut aller plus loin, en particulier dans le cadre de notre partenariat avec Veolia, sur les enjeux de réutilisation de l'eau. Paradoxalement, en fait, il faut savoir que les hippodromes, les golfs disposent par décret en fait de certaines latitudes réglementaires pour pouvoir arroser leurs équipements, y compris en période de réduction, en tout cas de sécheresse. Et à contrario, certaines plaines de jeu, comme je l'évoquais tout à l'heure, par exemple les terrains de football ou de rugby,
ne peuvent pas bénéficier de cette démarche. Donc on veut pouvoir aller plus loin, proposer des expérimentations dans ce cadre. Là aussi, il faut dire qu'il y a un certain nombre de décrets récents qui doivent nous permettre de progresser, et on compte aussi sur l'expertise de Veolia pour pouvoir expérimenter de façon plus forte dans les mois qui viennent. On a déjà pré-identifié dans notre réseau un certain nombre de collectivités supports. Je pense à Blagnac, à Romans-sur-Isère, à Ajaccio. Bon, voilà. On a un certain nombre de collectivités qui veulent aller plus loin avec nous, et on compte évidemment sur le partenariat de Veolia dans ce cadre. Alors, parmi les équipements qui sont les plus gourmands en eau, vous l'avez évoqué brièvement tout à l'heure, on va revenir dessus, il y a bien sûr les piscines, avec également la problématique énergétique. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ce sujet des piscines? C'est quoi les leviers? Alors, ils sont multiples parce que la piscine, par essence, c'est un équipement complexe. Aujourd'hui, il faut juste rappeler qu'on a à peu près 4000 piscines en France, un peu plus de 6500 bassins, qu'on a une action importante à conduire qui avait été évidemment identifiée par la crise énergétique de l'an passé, mais on a pas mal de leviers dans ce cadre. Et spécifiquement sur l'eau, nous, évidemment, on a quelques sujets réglementaires qu'on avait identifiés. Je veux parler évidemment à cet instant de l'obligation qui nous était faite il y a déjà quelques années, donc c'était en 2015, de vider 2 fois par an l'intégralité de nos piscines. C'était pas anodin, ça avait des incidences évidemment financières, mais aussi en termes de consommation d'eau. Et on avait eu un premier, on va dire, jalon qui avait été posé en 2015 avec la possibilité de recourir qu'à une seule vidange annuelle. Notre réseau s'était beaucoup mobilisé pour faire en sorte qu'on puisse aller plus loin et plutôt sur une culture de résultats plus qu'une culture de moyens, comme le font désormais la plupart des pays européens, puisque la France était quasiment dans les seuls à obliger de vider les piscines chaque année. Et bien désormais, le gouvernement nous a entendu et a posé un principe pour qu'on puisse lever cette obligation de vidange annuelle. C'est pas anodin, hein, ça veut dire que globalement les collectivités vont réaliser quasiment 30 millions d'euros d'économies chaque année et plus de 3 000 milliards de litres d'eau qui seront potables, qui seront ainsi économisés. Là aussi, c'est un défi collectif, et donc vous voyez, c'est aussi par des actions réglementaires, mais aussi des actions plus ciblées sur les problématiques de traitement, sur la problématique de réutilisation de l'eau. En fait, il faut savoir que l'usage de l'eau dans une piscine, en tout cas de sa facture énergétique, elle est paradoxalement finalement assez peu liée au bassin, c'est simplement un tiers. Et pour le reste, en fait, il y a beaucoup d'autres données qui intègrent cette consommation. Donc là aussi, on doit pouvoir innover et mieux agir dans ce domaine. Oui, avec éviter une vidange tous les 4 ans, hein. C'est ça les chiffres d'économie que vous citiez, ça correspond à ça? Oui, puisqu'en fait, on va être sur une culture de résultats. Je rappelle qu'il y a au moins 7 tests et mesures sur la qualité de l'eau, évidemment, dans les bassins qui est faite, avec un suivi quotidien des collectivités, mais aussi de l'ARS qui gère cela d'un point de vue, on va dire, sanitaire et réglementaire. Donc, le fait de pouvoir ne plus être obligé de vider, d'opérer cette vidange, eh bien, on a, nous, apprécié que sur 4 ans, ça permet en fait d'éviter une vidange. Et donc, c'est ça qui va constituer une vraie économie pour les collectivités, puis tout simplement sur la ressource rare que constitue désormais l'eau. C'est un vrai levier et c'est une question qui nous concerne tous en tant qu'utilisateurs. D'ailleurs, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser directement sur la plateforme en cliquant sur l'icône « Posez vos questions ». N'hésitez pas, nos invités y répondront tout à l'heure. Vous l'avez dit, Vincent, hein, je reviens vers vous, il y avait beaucoup de contraintes réglementaires, mais les évolutions de la loi et du cadre réglementaire sont en train de faire bouger les lignes, on imagine, hein. Oui, absolument. J'évoquais les enjeux sur la réutilisation de l'eau. Nous, on veut aussi pousser un peu plus loin par rapport au cadre strict qui avait été posé en 2022 sur l'arrêté sécheresse qui interdisait tout simplement cette utilisation. Nous, on juge que l'incidence, paradoxalement, de nous interdire, par exemple, l'arrosage complet des plaines de jeux extérieurs, aussi des incidences, parce que derrière, ça veut dire qu'on va casser un accès à la pratique. Concrètement, ça veut dire qu'il faut derrière réengazonner, et finalement, ce réengazonnement, au-delà du fait qu'il va s'inscrire dans la durée pendant près d'1 an, il va nécessiter aussi la réutilisation de façon très forte de la consommation d'eau. Donc là aussi, il faut apprécier par une approche globale un peu les enjeux.
et on est plutôt sur une formule un peu d'arrosage raisonné, et donc mieux arroser, moins arroser, mais là aussi un défi réglementaire qu'on doit collectivement poser. S'ajoute à ça ce que j'évoquais tout à l'heure sur la réutilisation, et là aussi on est à disposition pour aller plus loin sur cette démarche. Par exemple, dans le cadre de la réutilisation de l'eau des piscines, on sait que parfois il faut la tamponner parce qu'elle est chlorée. On a aussi d'autres dispositions dans ce cadre, et on peut retrouver d'autres usages sur une partie des consommations d'eau dans les équipements sportifs, évidemment les piscines, mais aussi par exemple les gymnases. Justement, les autres équipements sportifs, est-ce qu'on peut en parler? Comment mieux gérer la ressource dans les gymnases, par exemple? Nous, on a identifié qu'il y avait aussi un premier sujet dans ce domaine, c'est que paradoxalement, il y a assez peu de compteurs dans les équipements sportifs ou même de sous-compteurs. Là aussi, ça répond à un vrai défi collectif qu'on a à conduire, et nous, on espère qu'avec le partenariat de Veolia, on pourra sans doute faire des propositions dans ce cadre. L'idée, c'est de pouvoir sans doute donc mieux mesurer pour mieux évaluer les niveaux de consommation, mieux agir sur eh bien, les pistes d'économie qui peuvent être faites. C'est évidemment tout ce qui est lié au sanitaire, aux douches, et un certain nombre de sujets qui ont été évoqués dans ce cadre. C'est la récupération simultanée qu'on peut aussi opérer sur un certain nombre d'équipements. Et donc là aussi, on sait qu'on a pas mal d'actions à conduire. Il y a aussi des expérimentations qui ont été portées dans ce domaine. Je peux vous citer celle de Mitri Mori sur l'idée des compteurs verts qui ont été mis en œuvre justement pour apprécier par le détail un peu les niveaux de consommation attendus. Et sur ce sujet, on a un petit sujet réglementaire indirectement, qui est celui sur l'exonération de la taxe d'assainissement qui pourrait être portée pour certains de ces mêmes équipements. Donc là aussi, voilà des propositions qu'on veut pouvoir porter dans les prochains mois pour collectivement accélérer sur ce défi de la sobriété hydrique. Il y a un gros événement, hein, Vincent, qui nous attend tous, ce sont les Jeux Olympiques, hein, les JO qui approchent vraiment à grands pas. Comment cette problématique d'économie d'eau, eh bien, elle s'invite dans ces Jeux Olympiques ? Bon, elle s'invite de plusieurs façons, c'est multifactoriel, et on sait que le comité d'organisation des Jeux de Paris autour de Tony Stanguet a dès le début appréhendé cet défi du sport durable, d'avoir un grand événement sportif international qui répond à ce défi climatique. Ça se traduit donc par évidemment des approches un peu différenciées, notamment sur l'organisation des compétitions, l'eau qui va être nécessaire. Alors évidemment, il y en a un qui est plus emblématique autour du triathlon sur on va dire l'accès à la Seine et à son capacité de natation dans ce cadre. Et moi, je fais confiance à notre vice-président Pierre Rabadan, l'adjoint au maire de Paris, pour faire en sorte que ce défi soit réussi. Mais je sais que là aussi, Veolia y contribuera largement. Et puis, autre exemple, c'est évidemment autour des piscines, par exemple, où on avait un vrai défi pour la Seine-Saint-Denis. C'était le territoire quasiment le plus carencé au niveau des départements de France sur l'accès aux piscines. Eh bien, les Jeux vont être un formidable, on va dire, accélérateur, puisque dans ce cadre, ça permettra d'activer 18 piscines nouvelles ou réhabilitées et bassins pour tous les jeunes de Seine-Saint-Denis qui pourront ici ainsi améliorer leur savoir nager. Merci beaucoup Vincent Saulnier. Il nous reste quelques instants pour répondre aux questions qui se sont posées. Une question qui nous vient de Muriel Chagnot qui nous dit, je vous la livre telle quelle. Bonjour, avons-nous aussi des demandes pour un diagnostic d'empreinte environnementale, bilan, eau, mais aussi énergie, matière, impact usage? Qui veut répondre? Alexis peut-être? Oui, je vais tenter de répondre. Oui, alors moi je suis un spécialiste de l'eau, donc effectivement j'interviens essentiellement sur des démarches de diagnostic hydrique, mais effectivement voilà, il peut y avoir des démarches plus globales où on va prendre en compte les aspects d'eau, mais aussi d'énergie, de déchets. Voilà, les sites industriels notamment on travaille sur ce sujet, mais c'est faisable et on peut intégrer effectivement l'ensemble des problématiques dans un diagnostic plus global. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à nos questions. Merci Vincent Saulnier, Alexis Aubignac donc, et David Suffis. Nous allons à présent accueillir notre prochaine invité.
Bonjour Stéphanie Zabar. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes experte sobriété eau chez Veolia. On va parler avec vous de ce second levier de cette masterclass que Marie-Christine Huot nous a un petit peu évoqué tout à l'heure en introduction, sensibiliser et piloter. Alors on a vu avec les précédents invités comment évaluer, avoir une cartographie de ces sites et définir un plan d'action, mais aussi avoir une idée précise à un temps T de sa consommation. Mais en fait, comment on peut piloter réellement sa stratégie eau et surtout la piloter de manière fine? Il y a cet outil qui s'appelle Télérelève et dont vous allez nous parler. Qu'est-ce que c'est concrètement Télérelève? Donc concrètement, effectivement, le télérelevé, ça va être un outil qui s'adosse aux compteurs existants. Donc on va avoir des compteurs télérelevés qui sont des compteurs communicants et qui vont permettre du coup de relever les consommations en eau auprès des différents usagers du service et ce en temps réel. Donc c'est vraiment très utile pour nous, pour les acteurs territoriaux et pour les acteurs économiques, puisqu'on a une connaissance fine des consommations en temps réel et on a la possibilité de réagir et de réagir de façon proactive auprès des abonnés, auprès des consommateurs individuels, mais également auprès d'acteurs économiques qui vont s'équiper en télérelève ou de collectivités directement qui vont équiper leurs bâtiments publics. Ça ressemble à quoi? On pourrait comparer ça à un compteur Linky un peu pour l'énergie? Tout à fait, ça se veut être un compteur qui s'apparente au compteur Linky. Effectivement, dans le monde de l'énergie, on a pris de l'avance. On arrive, de fait du contexte aussi hydrique qui se dessine sur ce sujet-là dans le domaine de l'eau, et on a des compteurs qui s'apparentent véritablement au compteur Linky. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un outil qui permette de bâtir une démarche pour nous accompagner dans la maîtrise des consommations et la transition hydrique progressive sur les territoires. Donc ça, c'est une utilisation actuelle. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans cette utilisation, il s'adresse à nos trois cibles. Les usagers du service, les consommateurs individuels et les consommateurs des bâtiments publics et d'activités. Mais également, ça va nous servir à nous en tant que délégataires et ça va servir directement aux collectivités ou aux acteurs économiques pour connaître leur consommation. Donc comment? En premier lieu, aux consommateurs, ça va permettre d'avoir deux typologies d'actions. Des actions déjà préventives, puisqu'en fait, l'usager a la possibilité de connaître ses consommations. En fait, très souvent, nous, on adosse effectivement à ce compteur en télérelevé un espace personnalisé en ligne, qui est disponible soit sur une interface ordinateur, soit directement sur une application mobile, et qui va permettre à l'usager d'avoir une connaissance de ses consommations, de pouvoir avoir aussi des données historiques qui lui permettent de suivre ses consommations et d'être alerté de fait assez régulièrement. Tiens, ma consommation est un peu plus élevée que le mois dernier ou que le mois équivalent sur l'année passée. Naturellement, je vais avoir tendance à vouloir baisser mes consommations. Ça a également une action curative pour ces usagers, puisqu'on a la possibilité, en cas de surconsommation, d'alerter le consommateur pour qu'il puisse après mettre en place un plan d'action, diagnostiquer une fuite et éviter les dégâts que cela peut occasionner. Pour nous, délégataires, c'est également très intéressant parce que ça nous permet d'avoir une connaissance fine des appels de consommation, de le coupler aux problématiques qu'on a sur les réseaux. Donc, ça va nous aider à cibler différents secteurs sur les réseaux de distribution et du coup, de pouvoir éventuellement jouer sur la pression, puisqu'en fait, en fonction de l'appel de consommation, on va être en capacité de moduler la pression sur des périodes diurnes ou des périodes nocturnes, ou alors sur certains secteurs du territoire par rapport à d'autres. Et de fait, cette modulation de la pression va permettre de jouer sur les fuites au niveau du réseau, sur le rendement du réseau et nous permettre de suivre la performance de notre activité dans la durée. Donc c'est aussi très important pour nous de coupler ce dispositif de compteur télérelevé à notre pilotage du service de distribution. Et enfin, pour les acteurs économiques et les collectivités qui peuvent être équipés, c'est véritablement un outil qui va leur permettre de suivre et de mesurer l'impact des actions qu'elles peuvent mettre en place. C'est particulièrement important de connaître aussi, de sectoriser spatialement où sont localisés les plus gros consommateurs ou les moins gros consommateurs sur un territoire ou au sein d'une activité. Pouvoir mettre en place après pour ces acteurs-là un plan d'action spécifique qui va les aider dans la baisse des consommations et de pouvoir être en capacité de mesurer l'impact de ces actions. C'est là aussi l'outil vraiment de mesure de la performance
qui est véritablement important. Et des éléments qui se dessinent aussi, en tout cas qui nous reviennent, des demandes aussi qui reviennent des collectivités, c'est pouvoir être en capacité aussi de pouvoir suivre l'impact que peut avoir l'édition d'un arrêté préfectoral, un arrêté sécheresse, sur les restrictions des usages de l'eau, et d'être en capacité de pouvoir justifier ou non de l'impact positif de la mise en place de cet arrêté sur la baisse effective des consommations sur un territoire. Donc c'est vraiment asseoir les mesures de performance. Et enfin, un dernier élément important à avoir en tête sur cet outil télérelevé, c'est qu'il va être nécessaire pour toutes les collectivités qui souhaiteraient mettre en place progressivement une ingénierie tarifaire et une tarification différenciée. Une tarification qui peut être différenciée en fonction de la période de l'année, en fonction des diamètres des compteurs, en fonction des typologies d'abonnés. Mais elle doit obligatoirement se baser sur une connaissance fine de ces consommations qui nous est permise par le télérelevé. Sans télérelève, il est pour l'instant difficile de basculer sur ces modifications tarifaires. Vous nous avez expliqué en détail les usages actuels qui peuvent être faits de télérelève, mais il y a encore d'autres, il y en a encore sous le pied, si j'ose dire. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour demain ? Alors c'est vrai que jusqu'à présent, on avait ces utilisations parce qu'on avait un contexte hydrique particulier. Là, il est vrai que depuis quelques années, la tension sur la ressource est de plus en plus prégnante et ça nous ouvre d'autres potentialités d'utilisation de cet outil-là. On a 2 projets, en tout cas 2 sujets qui nous tiennent à cœur et sur lesquels on avance en ce moment. Le premier, c'est vraiment utiliser pour accompagner les particuliers essentiellement. Donc ce qu'on appelle les particuliers, ce sont les usagers domestiques qui vivent essentiellement en maison, mais qui peuvent vivre également en bâtiment collectif, mais disposer d'un propre compteur, pour les accompagner par de la sensibilisation et de la communication personnalisée, un espèce de coaching personnalisé auprès de ces consommateurs-là au regard de leur consommation. C'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment d'utiliser la donnée en temps réel, de pouvoir être proactif et de pouvoir cibler les messages spécifiquement aux abonnés en fonction de l'évolution de leur consommation et particulièrement en période estivale en effet, puisque là, ça va permettre d'accéder à un certain nombre de leviers pour les accompagner vers la baisse en leur fournissant notamment des éco-gestes. Sur mesure, en quelque sorte. Exactement. En leur proposant aussi d'avoir des éléments de comparaison par rapport à des foyers à peu près similaires pour essayer de se positionner, pour avoir cette espèce d'engouement collectif pour atteindre les objectifs de baisse des consommations. Donc ça, c'est une des premières pistes d'action. La seconde, c'est vraiment d'avoir une vision beaucoup plus globale de ce qu'on peut faire de toute cette donnée collectée sur de la télérelève, sur l'ensemble du territoire national, pour être en capacité de comprendre véritablement le comportement des consommateurs, d'essayer de mieux caractériser ce qui peut influer justement sur ce comportement-là et de pouvoir extrapoler, parce qu'on a une connaissance, on a de la télérelève sur un certain nombre de territoires, sur un certain nombre de contrats en France, que ce soit nous en tant que délégataires, mais également les autres acteurs du domaine de l'eau. Cependant, on n'a pas encore une connaissance fine et exhaustive de l'ensemble du territoire national. Et là, la donnée, grâce à de l'intelligence artificielle également, va nous permettre d'extrapoler notre compréhension sur d'autres territoires qui ne sont pas encore équipés en compteur télérelevé, pour pouvoir avoir une compréhension collective de ces consommations et de pouvoir après échanger et bâtir avec les acteurs économiques, avec la collectivité, des stratégies qui vont permettre de les accompagner vers une maîtrise des consommations. Est-ce que vous avez quelques exemples concrets sur le terrain ? Et là, on a un petit peu le temps, donc si vous avez quelques exemples à nous citer. Tout à fait. Sur le deuxième volet que j'ai évoqué, c'est vraiment des sujets nouveaux qui demandent du temps et sur lesquels, pour l'instant, on est vraiment encore dans le développement. Pour autant, sur les sujets de coaching personnalisé, on a pu avancer, on a appris. On a testé et on a pu le mettre en œuvre sur différents périmètres territoriaux, à la fois sur des territoires plutôt dans le sud, mais également sur des territoires plutôt dans le nord, ce qui nous permet aussi de voir que les comportements peuvent être différents et l'inflexion de ces comportements vis-à-vis de la ressource sont différents aussi sur les différents territoires. Et pour aller un peu plus loin là, sur ce sujet-là, on travaille actuellement donc toujours sur le territoire de la métropole européenne de Lille
sur la proposition d'un coaching personnalisé qui va se dérouler sur tout le futur contrat qui arrive et qui a pour objectif véritablement d'accompagner tous les abonnés qui vont être équipés en compteur télérelevé sur ce coaching et de pouvoir progressivement apprendre. C'est-à-dire que on a toujours des notions très sensibles de partage de données et d'informations, mais on a la vocation avec ce coaching personnalisé de laisser la main à l'abonné pour nous fournir des informations complémentaires sur ses usages, sur sa composition familiale, et ce vraiment de façon volontaire, pour nous permettre de pouvoir être in fine, progressivement, de plus en plus fin dans les communications qu'on peut lui apporter, dans les gestes qu'on peut lui apporter pour l'accompagner vers cette transition hydrique. Donc ça, c'est un projet qui démarre actuellement et qui va être opérationnel sur les 10 prochaines années sur le territoire de l'île. Alors, comment les organisations qui nous regardent, les partenaires, peuvent financer ces actions, Stéphanie ? Actuellement, sur le sujet de la maîtrise des consommations et globalement tous les sujets qui ont trait à l'eau, on a une structure en France qui du coup centralise un bon nombre de subventions par les agences de l'eau. Donc des agences de l'eau qui sont sectorisées sur le territoire national et qui peuvent accompagner ces différentes typologies d'acteurs, que ce soit les collectivités ou les différents acteurs économiques sur ce sujet de la préservation de la ressource. On a là actuellement la possibilité d'être financé pour des études, mais également pour des travaux sur différentes typologies de solutions qui peuvent être proposées par les différents acteurs. Donc typiquement, les collectivités, elles peuvent se voir financer des études et ou des travaux sur des sujets de récupération des eaux pluviales, de projets de réutilisation des eaux non conventionnelles qui peuvent être des eaux d'exor comme ça a été énoncé précédemment, ou encore des eaux usées traitées. On a la possibilité de pouvoir être financé sur l'amélioration du réseau, des travaux de renouvellement partiel, l'équipement en compteur télérelevé, mais également la distribution de ce qu'on appelle de kits hydroéconomes, qui sont des dispositifs qui peuvent être fournis directement aux usagers domestiques, mais également être pertinents dans des bâtiments publics, dans des bâtiments sportifs, et qui vont permettre d'équiper les points de distribution, que ce soit des lavabos, des éviers, des douches, d'équipements qui permettent de réduire les consommations. Et on peut aussi avoir des projets un peu plus grandeur, avec une notion de grandeur territoriale qui peuvent être financés, notamment pour assurer la sécurisation de l'approvisionnement. Et ça peut être le cas notamment des problèmes d'interconnexion qui ont trait sur certains territoires. Et enfin, pour les acteurs économiques, que ce soit des industries, des entreprises, il y a aussi la possibilité de se voir financer des études et des travaux sur des actions, alors pas aussi englobantes que celles que j'ai listées précédemment, mais tout de même les projets de récupération des eaux pluviales ou de réutilisation des eaux usées traitées. Et sur une grande partie de justement ce qu'on évoquait avant, les diagnostics qui permettent de bâtir un état zéro de notre consommation, de comprendre les usages du bâtiment et de pouvoir après engager un plan d'action. Merci beaucoup. Stéphanie Zabar, vous vouliez rajouter un petit mot ? Je voulais juste finir sur ce sujet des subventions pour effectivement montrer le poids et la possibilité d'être subventionné. Si on fait le parallèle, là, on a ce qu'on appelle des programmes pluriannuels des agences de l'eau. On a un 11e programme qui se clôture là en fin d'année, qui a couru entre 2019 et 2024 et qui a, sur ce sujet spécifiquement, ouvert 600 millions d'euros de subventions. Et là, on ne connaît pas encore les éléments clés du 12e programme qui vont sortir, mais effectivement, il est attendu qu'on ait quand même à minima un budget aussi conséquent, ne serait-ce que par les années qui se sont passées là récemment et qui montrent que le sujet est de plus en plus présent dans les esprits. Merci beaucoup Stéphanie Zabar. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le sujet de la télérelève. Nous entrons à présent dans la 3e et dernière partie de cette masterclass avec nos 2 prochains invités.
je vous laisse vous installer. Merci d'être avec nous. Réduire son empreinte eau, c'est bien. Encore faut-il savoir comment le dérèglement climatique va impacter les ressources en eau. On retrouve Marie-Christine Huot et nous accueillons également Marie-Claude Jarraud, présidente du conseil d'administration du CEREMA. Merci d'être avec nous. Marie-Christine, d'abord, nous avons parlé jusqu'ici des 2 premiers niveaux sur lesquels on peut agir quand on est une organisation, à savoir infrastructure et usage. Qu'en est-il de cet enjeu d'anticipation dont vous nous parliez tout à l'heure ? Alors, anticiper, eh bien, c'est prévoir. Et donc, c'est reprendre un coup d'avance sur le dérèglement climatique. Et vous voyez bien qu'avec les variations, il faut qu'on essaye d'ajuster et éviter de tomber dans la crise et de l'après-crise et de la nouvelle crise. Donc, anticiper, c'est aussi changer des pratiques et des méthodes. Et on peut agir, eh bien, d'une part sur le petit cycle de l'eau, donc sur les systèmes d'eau et d'assainissement, donc anticiper les vulnérabilités de ces systèmes face aux à-coups climatiques, et puis anticiper sur les ressources, c'est-à-dire notre matière première, ce que nous avons de disponible pour pouvoir ensuite produire, traiter, distribuer et assainir. Marie-Claude Jarraud, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots le rôle du CEREMA dans cet écosystème ? Bonjour à vous toutes et à vous tous. Le rôle du CEREMA, ça veut dire Centre d'expertise, d'études en matière de risque, de mobilité et d'aménagement. Donc, je réponds en déroulant le sigle à votre question. C'est-à-dire que nous courons un risque par rapport à l'eau. L'eau, c'est l'aménagement du territoire et donc le CEREMA, à travers des études, un diagnostic, une méthodologie très précise, peut agir pour identifier les problématiques de l'eau, accompagner les collectivités, puisque le CEREMA, c'est un établissement public national, mais aussi un établissement public local, dont la gouvernance a évolué. Elle est partagée entre l'État, ministère de la Transition écologique, et puis les collectivités, qu'elles soient régions, départements, EPCI ou communes, sur les domaines dont je viens de parler. Alors, quels sont les principaux besoins que vous avez pu voir émerger ? En matière d'eau, les besoins sont les suivants. Pouvoir prendre des décisions. Donc, pouvoir prendre des décisions, ça veut dire en connaissance du problème global, c'est-à-dire des besoins en matière d'études et en matière de diagnostic concernant les réseaux d'eau, les capacités à organiser l'attribution de l'eau. Tout à l'heure, la personne qui représente l'ANDES nous a parlé des sujets liés au sport, des sujets liés aux piscines, des sujets au quotidien des collectivités. Et le CEREMA peut accompagner avec Veolia, qui est extrêmement présent sur le terrain, tous ces diagnostics dont nous avons besoin, nous, les territoires. Alors, comment vous faites pour mettre en mouvement tous ces acteurs ? Alors, comment fait-on pour mettre en mouvement tous ces acteurs ? Ces acteurs, ils sont tous concernés, ils sont partie prenante. Je dirais que les acteurs les plus compliqués à mettre en mouvement, c'est peut-être la population. La population qui doit accepter d'entendre et de changer de comportement. Alors, les élus, pour faire en sorte d'embarquer la population, ils doivent avoir des données extrêmement précises. Des données précises, étayées, des données scientifiques. Ils perçoivent, tout à l'heure Marie-Christine a évoqué les changements climatiques, a évoqué des situations compliquées, à la fois sécheresse, et puis après, on a l'impression que les nappes phréatiques sont pleines et que tout va bien. Eh bien, ça, la population le ressent. Mais néanmoins, on a besoin d'avoir des données très étayées. Alors, nous avons mis en place avec Veolia des données que j'ai d'ailleurs apportées avec un scorecard qui identifie à la fois les ressources en eau, le système d'eau potable, la vulnérabilité aux crises,
les stratégies des collectivités et la gouvernance et l'organisation des moyens. À travers ces 5 items qui sont développés, nous pouvons à ce moment-là fournir aux collectivités qui en ont besoin, et toutes les collectivités en ont besoin dans le domaine de l'eau et dans d'autres domaines, notamment la réutilisation de l'eau usée. Eh bien, à partir de là, les collectivités peuvent prendre des décisions. Nous sommes dans notre rôle de diagnostic et d'accompagnement. C'est un outil qui permet quoi? Une aide, un dialogue? C'est un outil qui permet une évaluation. Une évaluation dans le domaine des ressources. Première chose, est-ce que nous connaissons, est-ce que les collectivités connaissent véritablement toutes leurs ressources en eau? Ressources très conventionnelles, mais ressources moins conventionnelles. La disponibilité de l'eau, la diversité et la notion de protection des ressources en eau exploitées. Ça, c'est le domaine des ressources. Dans le domaine de système d'eau potable, où en sommes-nous? Comment est organisé l'accès à l'eau potable? Autre point très important, la vulnérabilité aux crises. La vulnérabilité aux crises, c'est-à-dire où en serons-nous lorsqu'il y aura un manque d'eau? Tout à l'heure, la personne de l'Andes en a parlé. Alors, sur un sujet peut-être beaucoup moins difficile, mais quand on n'a plus de ressources en eau et qu'on ne sait pas où aller capter l'eau et qu'il s'agit d'arroser les terrains de foot, ça peut poser un vrai problème à la population qui voit ces terrains de foot en septembre, qui ne sont pas arrosés, qui ne sont pas verts, et on crée de l'insatisfaction. Donc tout ça, le CEREMA, accompagné par Veolia, peut apporter aux collectivités des données pour anticiper. Anticiper, piloter, c'est déterminant pour les collectivités. Merci beaucoup Marie-Claude Jarraud. Vous avez, je précise, pour ceux qui nous regardent, un autre rendez-vous à l'Assemblée nationale. Donc si vous devez nous quitter en cours de route, on vous pardonnera. Merci beaucoup pour ce moment passé avec nous. Marie-Christine, je me retourne à nouveau vers vous. Vous vouliez nous parler d'un autre outil qui s'appelle Prédinap. Dites-nous-en un mot. Alors, en complément de l'outil qui vient d'être présenté, comme je vous le disais, anticiper, c'est aussi anticiper ce qu'on a sous le pied, finalement, en termes de ressources. Juste pour rappel, en France métropolitaine, on a la chance d'avoir une grande majorité de nappes phréatiques qui vont servir à la production d'eau potable et donc à l'ensemble des usages des populations, des collectivités, mais aussi une majorité d'industriels, et je sais qu'il y en a beaucoup derrière l'écran. Et donc, finalement, un des problèmes de l'anticipation, et d'ailleurs qui rebondit sur les limites des arrêtés sécheresse, c'est de reprendre un coup d'avance, si je puis dire, et de savoir ce que l'on a de ressources en eau disponibles dans les nappes phréatiques. Aujourd'hui, mais comme ça a été dit, aujourd'hui on a l'impression que tout est plein, même que les nappes débordent dans certains endroits, et c'est la réalité. Mais aura-t-on de l'eau suffisamment en quantité pour l'ensemble des usages de l'été qui arrive jusqu'à l'automne prochain, en sachant que cet été nous avons 10 millions de touristes prévus en raison des Jeux Olympiques. Donc j'ai envie de dire heureusement qu'il a plu beaucoup. Malheureusement, pour des territoires, ça crée des vulnérabilités de crise inondation. Mais finalement, c'est sans doute une chance pour nous. On est un peu bénis des dieux sur cette question-là par rapport aux Jeux Olympiques. Et donc, cet outil Prédinap, qui a été co-développé avec le BRGM, puisque c'est, j'ai envie de dire, le pendant du CEREMA, l'expert national reconnu, soutenu par la République française pour gérer les nappes phréatiques. Et donc, avec le BRGM, nous avons développé cet outil d'anticipation qui nous permet de savoir, au jour d'aujourd'hui, jusqu'à un horizon de 6 mois, chaque collectivité peut savoir ce qu'elle a comme eau disponible. Chaque service d'eau potable peut savoir ce qu'il a comme ressources disponibles prélevables. Donc on est bien dans la notion de prélevable pour produire ensuite, et ce tenant compte des scénarios climatiques, c'est-à-dire temps plutôt sec, temps plutôt humide, comme on le vit en ce moment, ou scénario entre guillemets dit de normal, et puis en fonction des scénarios de besoin en prélèvement. Et donc là, on va rentrer dans un été dont on sait qu'on est en scénario
de surbesoin puisqu'on a cet afflux de touristes. Donc voilà, un deuxième exemple d'un outil d'anticipation qui est à la fois un outil qui reste technique parce qu'on est un métier quand même d'ingénieur, mais aussi qui fait changer les approches et les méthodes et qui est aujourd'hui sollicité par les préfets d'ailleurs pour venir nourrir et corriger les arrêtés sécheresse et donc reprendre un coup d'avance. Et là, tout le monde peut demander son prêt d'INAP, si je puis dire, dès lors qu'il a un piézomètre près de lui ou sur sa commune pour pouvoir anticiper. Et puisque je vois qu'il nous reste du temps, j'en profite. Vous avez mentionné le BRGM. Le BRGM, c'est le Bureau de recherche géologique et minière. Pourquoi cet outil a-t-il été développé en lien avec le BRGM ? Parce que le BRGM lui-même, comme je le disais, le pendant du CEREMA, est le détenteur et le gardien, j'ai envie de dire, au niveau de l'État, du sous-sol et des ressources souterraines. C'est d'ailleurs par lui que les préfets mettent en place les arrêtés sécheresse, puisque c'est eux qui remontent les informations et qui ensuite permettent aux préfets de réunir les gens autour de la table. Mais en fait, à chaque fois, les arrêtés sécheresse sont le reflet finalement d'une situation subie. Et le fait de travailler avec eux, avec une modélisation d'anticipation de comment vont évoluer les nappes phréatiques en fonction du cycle pluviométrique qui nous tombe sur la tête, si je puis dire, et en fonction de la saisonnalité que nous avons. Donc là, on est dans une période où la végétation demande beaucoup en eau. Et d'ailleurs, c'est pour ça, comme ça a été dit, c'est pas parce qu'il pleut beaucoup que les nappes phréatiques se rechargent. Au contraire, il n'y a pas 20% de l'eau qui nous tombe du ciel, qui recharge les nappes actuellement, puisque c'est la végétation qui prend, la température augmentant, c'est aussi la vapeur d'eau, et c'est pour ça qu'on a un climat plus humide. Voilà. Et donc, c'est avec le BRGM que l'on a conçu, parce qu'on s'appuie, et Veolia s'appuie avec les experts, dans notamment les outils méthodologiques, qui est aussi un complément indispensable. Et enfin, on a parlé subventions tout à l'heure avec Stéphanie Zaba. Là aussi, c'est subventionnable ? Complètement, et ça rentre en plein également dans un des items, un des 5 axes portés par le plan eau du gouvernement, et donc dans l'une des 53 mesures, c'est-à-dire de mettre en place des outils d'anticipation pour pouvoir éviter, ou en tous les cas anticiper et minimiser les risques de crise, et puis préparer les adaptations structurelles à venir. Et donc c'est subventionnable par les agences de bassin en particulier. Merci Marie-Christine Huot, merci à vous également Marie-Claude Jarraud, merci à tous nos invités. Voilà, c'est la fin de cette première masterclass d'Ecodo saison 2. En résumé, pour bien retenir, voici quelques actions clés pour réduire son empreinte eau par exemple, évaluer le potentiel du site avec un diagnostic, piloter sa stratégie eau via la télérelève, on en a parlé tout à l'heure, partager évidemment les bons gestes à ses administrés ou à ses collaborateurs, c'est important. Et on peut également anticiper la disponibilité de la ressource en eau, on en a parlé, et sa capacité de résilience en faisant le bilan des points forts et des pistes d'amélioration. Et enfin, chose promise, chose due, c'était le titre, les 3 leviers majeurs pour réduire son empreinte eau, la sobriété des usages, une méthodologie éprouvée, une technologie et des outils adaptés. Si vous avez bien sûr des questions au-delà de ce moment qu'on a eu le plaisir de partager avec vous, vous pouvez écrire aux équipes d'Ecodo via le site web ecodo.org, ou bien vous pouvez également contacter votre interlocuteur Veolia habituel, ça c'est toujours bien sûr possible. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour le deuxième numéro, ce sera le 3 juin à partir de 11h, et on parlera plus tellement cette fois-ci de qualité, mais de quantité, mais cette fois on va parler plutôt de qualité, avec ce titre, des métabolites au PFAS, revue des solutions. Merci à tous, merci de nous avoir suivis, et à très bientôt.